Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Et je crois que quand on rebalance comme ça la responsabilité euh, à celui qui précisément ne peut rien faire au niveau individuel, bah, on joue on rejoue ce que la société fait tous les jours, où bah, si t'es gros, il faut faire plus de sport, alors que tu vas dans un supermarché, il y a plein de saloperies qui te pourrissent la vie, et ça c'est tout à fait néolibéral. Il n'y a pas un moment donné où on dit tiens, il y a peut-être des applications de merde qui prennent beaucoup de gens au temps, avec des gens qui font plein d'argent dessus, et c'est pas régulé, etc. Il y a pas, on n'imagine pas qu'il y a des structures un peu plus grandes que l'individu conçu comme un petit atome séparé qui va faire son sport, qui va faire sa gym, quand on lui dit, parce que c'est ça le néolibéralisme, c'est de dire à l'individu, si tu as un problème, c'est à toi de prendre en charge, tu es entrepreneur de toi-même, donc si t'as une mauvaise santé, c'est à toi de faire du sport, c'est à toi de t'alimenter mieux, si tu fais un burn-out, c'est à toi de faire du yoga et de te porter bien, d'aller te détendre, d'être le plus productif possible, mais en même temps de te préserver. C'est toujours la responsabilité de l'individu qui est remise au centre du jeu, sans jamais se dire tiens, en tant que société on pourrait choisir d'autres systèmes. Bonjour à tous, alors voilà un sacré titre putaclic, mais j'assume parfaitement. Probablement la vidéo que j'ai eu le plus de mal à écrire. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites l'effort de la regarder jusqu'au bout avant de réagir. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de clasher ces 4 youtubeurs. Eux ne sont pas l'objet de ma vidéo. Je tiens à signaler que j'aime ces 4 créateurs. Oui, je préfère dire créateur que influenceur. Et je continue à penser qu'ils ont plus de points en commun que de points de désaccord. En fait, je vais tenter de remonter à la source du problème selon moi, l'idéologie dominante et comment nous, moi compris, la servons sans forcément s'en rendre compte. Idéologie dominante basée sur la responsabilité individuelle et la concurrence. En d'autres termes, voir l'être humain comme une espèce d'auto-entrepreneur de sa propre vie et très rarement comme le produit d'un système au service des dominants. Voici un point que l'on retrouve énormément chez certains youtubeurs, et cela quel que soit leur bord politique. Tenter, pour justifier son idéologie, de désigner un ou plusieurs groupes d'individus comme responsables des dysfonctionnements que l'on observe, sans même prendre le temps d'abord de définir clairement qui sont ces individus. Les SJW, les bourgeois, les complotistes, les fachos, les islamo-gauchistes, bref. Par exemple, le mot SJW. Le Bouzeux a fait une vidéo sur Tatiana Votose dont la conclusion me paraît vraiment pertinente. Bon, je pense qu'on peut passer à la conclusion générale. SJW est un terme désignant un homme de paille qui permet de créer un semblant de cohérence à des polémiques et à un ensemble de comportements associés plus ou moins au progressisme. Ces changements, comme ces polémiques, sont sélectionnés arbitrairement et présentés de façon disproportionnée. Ce concept permet une diabolisation du changement social. C'est une diabolisation car on nous présente une menace, mais celle-ci est tapie dans l'ombre. Il faut la décrypter pour afficher au grand jour le plan du diable. Il y a ainsi de nombreux éléments de la théorie du complot. Le SJW ne représente personne, mais il a énormément de pouvoir. Le SJW est délirant, mais son plan est très efficace. Il y a des indices de l'action du SJW à travers tout et n'importe quoi. Un musée arrête de mettre le mot nègre en avant, c'est les SJW. Des gens sont agressifs sur internet, c'est les SJW. On critique une série télé, c'est les SJW. De plus, on a remarqué comme les termes qui désignent ce concept n'ont d'autre intérêt que de masquer la réalité. Que ce soit SJW, bobo, bien-pensant, politiquement correct, les droits de l'homiste, désormais les woke, tout ça importe peu, ces termes qui changent constamment permettent de faire croire à une nouvelle menace qu'il faut
constamment redéfinir, jusqu'au jour où l'arnaque est éventée quand on s'est familiarisé avec la notion et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de menace et qu'il s'agit juste d'une évolution de la société. Ce sont des paniques morales qui permettent de faire diversion grâce aux guerres culturelles. Allez voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante et fait réfléchir. J'ai moi-même employé ce mot SJW sans trop réfléchir dans ma vidéo sur AstronoGeek. Et cette vidéo m'a convaincu que j'ai fait une erreur. Mais la notion d'erreur, je vais y revenir un peu plus tard. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Il en va de même pour ce mot « bourgeois », où l'on fait rentrer tout et n'importe quoi. Je vous invite à aller voir cette vidéo du Stagirite sur Carlos Ghosn, afin de comprendre que ce n'est pas parce que l'on a de l'argent que l'on fait partie de la bourgeoisie. Le monde de la bourgeoisie est un monde bien plus fermé que ce que l'on croit, et il ne se résume pas à la somme que vous avez sur votre compte en banque. Et là, c'est encore pour un mariage. Ah ben tiens, c'est encore Carlos Ghosn, mais en 2016. Mais pour en revenir à la vidéo de son anniversaire, moi je trouve que vous y allez un peu fort dans vos critiques. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec des choses que vous faites à votre petit niveau. En fait, c'est comme un anniversaire McDonald's, finalement, avec le film souvenir de votre marmaille, la bouille pleine de ketchup. Sauf que les nuggets sont frits par Ducasse, la galerie des glaces remplace la piscine à boules, on a un top manager en clown creepy, et tu t'attends à tout moment à voir Mylène Farmer traverser cul nu la galerie des batailles. Oh. Bon mais alors Carlos, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Pourquoi? Tu peux pas juste être riche? Alors disons d'abord qu'il y a riche et riche. On connaît bien les jet-setters flambeurs des documentaires à la con d'M6. Ouais, c'est bon ça. Mais allons plus loin, et il y a bien de la différence entre un Ernest-Antoine Sellière de la Borde, rattaché à la famille Wendel, ou d'autres issus de lignées anciennes, comme les familles Rothschild ou Schlumberger, et des grands patrons comme Pinault, Arnaud, Lagardère, appartenant à des familles en cours d'ascension sociale qui ont déjà transmis sur une génération, ou encore des stars du business comme Bernard Tapie. Ceux du centre sont en train de rejoindre ceux de gauche par des stratégies de construction de dynasties. Dans leur livre Nouveau patron, nouvelle dynastie, les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot étudient des profils de patrons qui ne sont pas des héritiers, ou qui viennent de milieux assez modestes, et qui connaissent une ascension sociale fulgurante. Les sociologues vont observer comment le nouvellement fortuné s'y prend pour endosser son nouveau statut social. Ceux qui cherchent à dépasser leur statut de parvenu doivent d'une part accumuler les preuves de leur valeur, par le réseau social et en montrant un goût pour la culture, d'autre part, inscrire ce succès dans la durée, en fondant une dynastie. C'est le rôle des mariages, du patrimoine, de l'héritage. C'est à ce prix que le nouveau riche pourra progressivement être reconnu par la haute société, la grande bourgeoisie ancienne et la noblesse fortunée, celle des beaux quartiers, des rallyes, des cercles, du bottin mondain. Sans quoi il restera un riche qui a réussi, mais il ne bénéficiera pas de cette supériorité symbolique qui caractérise les descendants des lignées plus anciennes. Ça veut dire quoi? Pédéraste. Et lorsqu'elle est démasquée, la bourgeoisie peut devenir extrêmement violente. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Alors voici un mot qui, à mes yeux, est employé à tort et à travers ces derniers temps pour décrédibiliser tel ou tel type d'individu. Alors je pense que dans un premier temps, il faut redéfinir ce qu'est le fascisme. Alors il va s'agir d'une définition extrêmement simplifiée, mais je pense qu'elle constitue une première approche intéressante. Le fascisme, c'est un système politique de type pyramidal, avec en son sommet une faible quantité d'individus qui possèdent les privilèges. La position dans la pyramide de ces individus peut être due à plusieurs critères, c'est-à-dire le sang, l'argent, la culture, etc. Des systèmes pyramidaux, on en connaît plusieurs. La monarchie, par exemple, avec au sommet le roi, puis la noblesse et le clergé, puis le tiers-état.
Pour la monarchie, le critère discriminant, c'est le sang. Un roi ne peut être roi que si son père était roi. Pareil pour les nobles, etc. Un autre système pyramidal, le capitalisme. Cette fois, ce sont les riches qui sont au sommet, puis la classe moyenne, puis les pauvres. Dans ce cas, le critère discriminant, c'est principalement l'argent. Enfin, comme autre système pyramidal, on a le fascisme, avec cette fois, au sommet de la pyramide, nous. C'est-à-dire un groupe d'individus qui revendiquent appartenir à une communauté qui, pour telle ou telle raison, doit diriger les autres. Nous les blancs, nous les islamistes, nous les catholiques, nous les hommes, nous les scientifiques, ou un mix de plein de choses. Nous sommes au sommet de la pyramide. En dessous, on va retrouver ceux qui sont à peu près comme nous, puis, à la fin, les autres. Alors, si je précise cela, c'est parce que j'ai entendu ces derniers temps nombre de personnes qualifier les militants antiracistes, écologistes ou féministes de fachos. Vous savez, les Khmer verts, les féminazis, etc. Alors oui, certains militants progressistes se définissent en effet comme appartenant à un nous, une communauté très forte, très exclusive, mais l'immense majorité d'entre eux ne revendiquent pas être au sommet de la pyramide. Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais entendu un militant progressiste exiger d'être au sommet de la pyramide. Par exemple, une militante féministe dire que les femmes devaient être au sommet de la pyramide et que les hommes devaient être à leur service, contrairement aux suprémacistes blancs. Voilà, pour qualifier les gens de fascistes, il faut répondre à ces deux critères. Revendiquer appartenir à une communauté forte et exclusive, et exiger que cette communauté soit au sommet d'un système pyramidal. Ce second critère est à mes yeux trop souvent oublié. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous invite à voir cette vidéo sur le fascisme blanc et globalement l'autoritarisme d'extrême droite. You might be thinking the end goal here is a nice homogeneous group of white men to sit at the top of the pyramid. And white fascists would be thinking the same thing. But in reality, there is no end game. It's not like if the fascists get their ethno-state, they're just gonna call it a day. It's the flaw in obsessing over racial purity. Whiteness is defined by what it's not. If it isn't contrasted with something else, it ceases to be an identity. So if the whites kick all the non-whites out of their country, suddenly the Irish and Italians aren't white anymore. And then maybe the albinos, or the brunettes, or the Virginians. It doesn't matter. The rules are made up. One way or another, the pyramid grows thinner. The authoritarian mindset is one that just likes stripping rights from people. And yes, that's what the research says. White fascism is a suicide cult. Dans cette vidéo, donc, j'ai parlé des SJW, des bourgeois, des fachos, tout ça, mais bon, on peut continuer comme ça, indéfiniment. On pourrait aussi dire la même chose du mot complotiste, où on l'en fait rentrer dans la même case des gens qui remettent en cause le système, et des gens qui s'imaginent qu'il existe un complot sataniste, patati patata. La même chose avec le mot islamo-gauchiste, islamo-gauchiste qui ne veut strictement rien dire. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que, historiquement, la gauche et l'islam n'ont jamais fait bon ménage. Enfin, je dis l'islam, mais globalement, la gauche et la religion. Je vous invite à aller voir cette petite vidéo là de GouVHD sur la guerre en Afghanistan en 87 entre les Russes, enfin l'URSS à l'époque, et l'Afghanistan. Vous verrez que l'islam et la gauche, c'était pas top. Bref, l'utilisation abusive de ce genre de mots là n'a qu'un seul objectif, globalement, c'est de créer de la confusion parmi les gens qui militent. Un des plus beaux exemples à mes yeux de cette stratégie, créer de la confusion, ces derniers temps, c'est cette photo de Assa Traoré qui porte des chaussures Louboutin. Alors, attention, je n'ai rien contre Assa Traoré, je trouve que son combat est noble. Dans cette image, le problème ce n'est pas Assa Traoré qui me choque, c'est ce que représente cette image. En effet, je trouve qu'elle illustre parfaitement comment l'élite bourgeoise phagocyte,
puis digère les mouvements sociaux grâce à la confusion. Alors, attention, je suis parfaitement au courant que les bénéfices de cette campagne pour les chaussures de luxe Louboutin seront reversés à son mouvement. Mais ne vous trompez pas, le but de ce genre de campagne n'est pas de financer sa cause, mais de payer pour créer de la confusion dans sa base militante. En effet, je suis persuadé que parmi ces militants, certains seront choqués ou à minima s'interrogeront de la voir faire de la pub sur un canapé hors de prix, bien maquillé, avec des chaussures à 1500 € au pied. Et je me répète, c'est ça le but recherché. Payer pour créer au sein de la base de la confusion. Là-dessus, je pense qu'elle a commis une erreur. Attention, je dis une erreur et pas une faute. Alors tout d'abord, j'aimerais rappeler que la plus grande découverte scientifique de l'histoire de l'humanité, c'est l'ignorance. Il n'y a que lorsque l'on a compris que l'on ne savait rien que l'on a commencé à se poser des questions et chercher des réponses. Et se poser des questions implique de faire des erreurs. Et donc il est normal que parmi les hypothèses qu'on envisage, certaines soient justes, certaines soient fausses, et ceux qui ont envisagé des hypothèses fausses ne sont pas moins utiles que ceux qui ont imaginé des hypothèses vraies, au contraire. L'erreur est la faute. Nous sommes quasiment tous pervertis par cette confusion. L'erreur est à la base de l'apprentissage. On n'apprendra jamais rien si l'on ne fait pas d'erreur. La faute, quant à elle, implique un choix. On sait pertinemment que ce que l'on fait est incorrect, mais on le fait quand même, ce qui est complètement différent. Il est difficile de punir l'erreur, contrairement à la faute. Et cette confusion entre erreur et faute arrange bien le système néolibéral, parce qu'elle permet de faire culpabiliser, et donc de maintenir la base à sa place. L'utilisation du mot sophisme à tort et à travers est assez révélateur de cela. Très souvent, plutôt que de relever l'erreur de raisonnement et proposer une correction, on va parler de sophisme, et donc prêter une intention. Le bouseux est, à mes yeux, un bon exemple pour illustrer ce problème. Il voit des sophismes partout, c'est-à-dire qu'il prête des mauvaises intentions à tous ceux qu'il critique. Et à mes yeux, c'est une erreur, parce que l'on ne peut que très difficilement le prouver, et cela évite de s'intéresser aux causes de ces erreurs. Causes qu'il sait pourtant très bien identifier, comme dans sa dernière vidéo là sur Psychodélique. On a fait des analyses comme ça avec des étudiants sur l'évolution du nombre d'affiliés de certains profils. Et on voit qu'en fait, les moments où ils deviennent vraiment extrêmement durs sont les moments où ils gagnent le plus d'affiliés. Donc, on sait, le clash sur les réseaux sociaux est rien de mieux pour gagner en popularité. Plus les gens ils sont agressifs et violents, plus ils peuvent rapidement développer une popularité autour d'eux. Eh bien, pourquoi ne développe-t-il pas plus ce point ? Ne dénonce-t-il pas plus ce système qui a conduit Psychodélique à adopter un comportement opportuniste au lieu de relever pendant plus d'une heure les approximations et erreurs de raisonnement de celui-ci ? Serait-ce parce qu'il fait la même chose que Psychodélique ? Lui aussi veut du clash ? Personnellement, je ne le pense pas. Mais en voyant des fautes partout et en prônant la responsabilité individuelle des youtubeurs qui l'attaquent, youtubeurs qui, je le rappelle, ne sont que des produits de Google, sans développer les causes du problème, eh bien le bouseux sert involontairement, selon moi, la droite néolibérale et son idéologie. Cause qu'il a pourtant très bien cernée, je le répète, comme dans sa dernière vidéo où il parle des masculinistes. Pour ne pas avoir l'air d'un emmerdeur qui distribue uniquement des mauvais points, je vais quand même relever qu'ici c'est une très bonne méthode. L'extrémisme répond à un besoin, quel qu'il soit. Ici, le lien social, par exemple. Apporter une autre réponse à ce besoin est efficace. C'est un principe à garder à l'esprit quelles que soient les situations. Si vous avez par exemple un masculiniste qui croit en la misère sexuelle et que ça serait à cause de la guerre des sexes des féministes, il ne suffit pas de lui montrer que c'est faux.
Il faut aussi, et même surtout, lui montrer que ce sentiment de misère sexuelle est en réalité causé notamment par les injonctions sexistes qui imposent aux hommes de considérer les femmes comme des objets à conquérir pour être un vrai homme accompli qui bourre des chattes. Ah, quel dommage qu'il ne développe pas plus ce point, quoi. Identifier les besoins. Un autre exemple. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté, mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi. Ce passage sur TF1 est accablant pour Jospin. Mais lorsque ce soir-là, il accepte de se qualifier lui-même de naïf... Et moi, j'ai péché un peu par naïveté. Là, on ne peut plus rien pour lui. Lorsque Jospin admet avoir été naïf, Usul ne semble pas comprendre et y voit une faute accablante. Accablant pour Jospin. Usul semble qualifier de faute la reconnaissance d'une erreur et entretient donc cette confusion. De la même façon, lorsque Tabidian dit cela. Dans les deux cas, les gens qui expliquent qu'un individu caractérisable par sa couleur de peau est responsable d'une majorité des problèmes de la société et qu'au nom de ça, il faut le discriminer, c'est-à-dire lui enlever une partie de ses privilèges acquis pour le redistribuer à la totalité. Il sert la droite bourgeoise. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il défend la notion de privilège acquis. Alors que dans l'immense majorité des cas, les privilèges ne se méritent pas, ils s'héritent. Quel est le père du privilège ? Le hasard. Et quel est son fils ? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Ce n'est pas pour rien que la bourgeoisie défend autant l'héritage. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Il est économiste à la London School of Economics, et en 2014, son collègue Gregory Clark et lui ont voulu mesurer cette influence sur le très long terme. Ils se sont donc demandé dans quelle famille était née l'élite anglaise en 1170 d'une part, et en 2012 d'autre part. Ce qu'ils ont découvert, c'est que 800 ans et 28 générations plus tard, l'élite anglaise est encore issue des mêmes familles. En 2016, 2 économistes italiens ont voulu mesurer la même chose, mais cette fois-ci à Florence, en Italie, et entre les années 1427 et 2011. Là encore, ils ont découvert qu'en moyenne, les familles les plus riches à Florence en 1427 sont encore les familles les plus riches à Florence aujourd'hui. Bref, lorsque vous remarquez un discours incohérent, essayez de d'abord y voir une erreur avant de la considérer comme une faute, s'il vous plaît. Ah, voilà selon moi la racine du problème. La confusion que l'on fait entre deux choses aussi simples, aussi élémentaires, que sont les verbes être et avoir. Une erreur bien ancrée au fond de notre cerveau. Associer à un critère qualitatif ce que l'on est, à un critère quantitatif ce que l'on a. Cette confusion entre être et avoir est à mes yeux à la base de l'idéologie de droite. Aujourd'hui, on pense que la droite se limite à ceux qui souhaitent accumuler plus de biens matériels que les autres. Mais personnellement, je pense que cela ne se limite pas à ça. Cette logique basée sur la possession et la concurrence, c'est-à-dire penser qu'il faut en avoir plus que les autres pour être supérieur, on la retrouve quasiment partout. Nous courons tous après l'argent. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on récompense ceux qui en ont. Et on finit par croire que lorsque l'on a beaucoup d'argent, alors on est précieux. On est utile pour la société humaine. Or, ce n'est pas forcément le cas. Je suis quasiment certain qu'une grève des éboueurs pendant une semaine aura beaucoup plus d'impact sur notre société qu'une grève des plus riches. Je suis quasi certain que si on interdisait à Bill Gates, Jeff Bezos, Arnaud, qui à eux trois représentent plus de 500 milliards de dollars, si on leur interdisait toute interaction sociale avec le monde extérieur pendant un mois, eh bien ça ne changerait quasiment rien.
Par contre, si vous empêchez de travailler tous les instits, les soignants et les éboueurs de France, dont la somme de tous les salaires ne représente qu'une infime portion de la fortune des plus riches, vous allez vite vous rendre compte que ces gens-là sont très précieux pour notre société, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Interroger le mythe de l'assistanat, ça questionne aussi finalement les valeurs de la société et ce que récompense la société française. Qu'est-ce qui est récompensé aujourd'hui? C'est le niveau de diplôme, beaucoup, le fait d'avoir des responsabilités. Si on prenait d'autres critères comme l'utilité sociale, par exemple, un enseignant serait sans doute mieux payé qu'un agent immobilier ou un éboueur serait sans doute mieux payé qu'un directeur de banque, par exemple. Ce n'est pas parce que l'on a beaucoup d'argent que l'on est précieux. L'intelligence. Ce n'est pas parce que l'on a accumulé beaucoup de connaissances que l'on est intelligent. Être intelligent n'est pas synonyme de la quantité de références que vous avez accumulées. Si vous n'êtes pas capable de les analyser, de mesurer leurs limites, et à partir de celles-ci créer autre chose, et que vous vous contentez de réciter, alors vous n'êtes qu'une bibliothèque, un simple moteur de recherche. Un bon exemple de ce genre de confusion sur YouTube, ceux qui récitent du Nietzsche en permanence, là, comme Antoine, par exemple, Analgénocide. Ce garçon aime visiblement l'idéologie de cet auteur. Il sait la reformuler pour la vulgariser, mais vous verrez, jamais une seule fois dans ses vidéos, il mesure les limites du raisonnement de Nietzsche. Critique certains points, jamais. Il se contente de réciter. Un peu comme un religieux réciterait la Bible. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une phrase à vous conseiller qui marche très bien lorsque quelqu'un commence à vous bombarder de références, de citations d'auteurs, etc. pour justifier son idéologie. Répondez-lui que vous n'avez rien d'autre à apprendre de lui que vous ne pourriez lire dans un livre. Vous verrez, la réaction de la personne est souvent surprenante. C'est aussi la même chose avec la popularité, où l'on va avoir tendance à croire que parce que l'on a beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers, parce que l'on a fait beaucoup de vues, alors ce qui est dit est intelligent. Et à l'inverse, si vous êtes un random, alors votre opinion, elle ne vaut rien. Je sais que ça a été difficile pour toi, mais crois-moi, c'était pas une promenade d'être élevé par Shirley. J'ai été abandonnée. Je suis noir. Je suis une femme. Je suis gay. Je crois qu'on a un vainqueur. Tout comme l'argent et l'intelligence, la douleur est soumise aussi à cette confusion entre le verbe être et avoir. Tenter de justifier ce que l'on est parce que l'on a souffert de par ses origines, sa culture ou son état de santé. J'ai découvert dernièrement ce YouTuber, Code Reno, suite au buzz créé par la vidéo de Papa Citrouille et ses appels au meurtre contre les militants d'extrême gauche. Alors bon, le personnage que joue ce garçon, là, Code Reno, est une caricature du gars d'extrême droite, hein. Pro-armes, défenseur de Darwin, Spencer, les lois naturelles, c'est-à-dire globalement la loi du plus fort, hein. Anti-musulman, le grand remplacement, bref, il y a tout. La crêpe, œufs, jambon, fromage, avec supplément champignons. Petit aparté, quand on y réfléchit, on se rend compte que l'extrémiste islamiste et le militant d'extrême droite basent tous les deux leur doctrine sur le même constat, une société décadente qu'il faut corriger afin de rétablir des valeurs conservatrices. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon, j'ai regardé ces vidéos et je vous assure que pour un gars comme moi, ce fut dur, hein. L'écouter, c'est de la douleur. Mais cependant, on retrouve le même schéma argumentaire, à savoir promouvoir une idéologie grâce à la souffrance. Soit pour se défendre contre ceux qui foutent la merde dans le pays. Dans 9 cas sur 10, ceux que vous appelez communément des chances pour la France. Que la France était en déclin, ceux qui sont dans la merde, ce sont les gens normaux qui doivent travailler avec cette insécurité que vous importez, et qui du coup se font égorger à cause de l'idéologie anti-blanc que vous leur promulguez. Un balai-couille total de la justice autour de l'explosion de la criminalité, ce qui incite les gens normaux à vouloir se défendre contre les 150 attaques au couteau qui arrivent chaque jour par des chances pour la France. Si vous saviez à quel point on s'en branle de votre survie, la sainte sélection naturelle est sacrée. Que d'attaques musulmanes envers les pays occidentaux. Musulmans, musulmans tous les musulmans, 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 musulmans, musulmans. Ah putain merde, il a encore bugué. Vous croyez sincèrement que cette gosse de riche va soutenir un putsch pour empêcher aux amis de son papa de faire la fête? Grand prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. Eh bien non, parce que vous savez très bien que quand des fachos en armes lancent un ultimatum, cela signifie qu'ils demandent le droit au président d'aller casser des gueules chez les ennemis de la France.
à savoir les islamo-gauchistes, les islamo-écologistes, les islamo-indigénistes, les islamo-abstentionnistes, les islamo-féministes, les islamo-LGBT, les islamo-syndicalistes, les islamo-étudiants, les islamo-chômeurs, les islamo-retraités, les islamo-islamistes, et surtout, pire que tout, les islamo-teufeurs. Ainsi, ne fanfaronnez pas trop, madame la marquise, car, bien malheureusement, et malgré tous nos efforts, l'extrême droite n'est pas encore au pouvoir. Mais vous pouvez quand même compter sur une police de droite, aux ordres d'un ministre de droite, pour empêcher les sans-dents de vous manger. Cependant, parmi toutes les vidéos que j'ai vues de Code Reno, là, et qui m'ont bien fait saigner les oreilles, il y en a une que je vous conseille. Celle où il parle de sa mission en Afghanistan en 2010. Donc, ce qui est important dans cette vidéo, à mes yeux, ce n'est pas le début de la vidéo où il explique les stratégies militaires de la contre-insurrection, mais la fin, où il met le doigt, volontairement ou pas, je n'en sais rien, sur un problème qui me paraît essentiel. C'est-à-dire une organisation pyramidale où le sommet donne des ordres à la base, mais sans jamais consulter avant cette base pour savoir si ces ordres sont cohérents ou applicables. Et l'inégalité de traitement qui existe entre le sommet de la pyramide et sa base. Les hauts gradés n'arrivaient même pas à comprendre un truc aussi basique. On avait du matériel complètement pété. Genre mon FAMAS avec aucun accessoire dont le canon tenait avec du silicone. Ou un pare-balles pas à ma taille, complètement défoncé, dont les plaques pare-balles tenaient avec des serflex que j'ai dû y mettre. Alors que eux, ils avaient du matériel opérationnel flambant neuf alors qu'ils ne sortaient jamais du camp. Et tout ça pour une séance photo de merde où ils se prenaient pour des combattants. Ou le matos perçu qui montre à quel point ils sont complètement déconnectés du monde réel. Comme ce putain de périscope de la guerre des tranchées. Sérieux, on a vu une salle exprès pour stocker le matos de merde inutile. Sérieux, à quel point ces mecs ne connaissent rien au terrain et qu'ils en ont rien à branler de la vie des soldats. Bien que ce garçon, à mes yeux, se plante complètement dans son analyse et ses conclusions, les méchants, les gentils, les lois naturelles, que pour lutter il faut des armes à feu, etc., il a très bien identifié l'origine du problème. La déconnexion totale entre la base de la pyramide et son sommet. D'ailleurs, plus je réécoute ce passage, plus je le trouve touchant. On sent qu'il y a de la souffrance. On sent que derrière son côté gros dur, il a été touché par la stupidité et le peu de considération de ses dirigeants pour sa situation et celle de ses frères d'armes. Pour conclure cette partie, je dirais que si vous avez beaucoup, alors vous êtes une ressource, pour ceux qui en ont moins. Mais aucunement vous ne pouvez justifier être supérieur parce que vous en avez beaucoup. Maintenant cette BD d'une Suédoise qui s'appelle Liv Strömquist et qui a un petit passage. Depuis 30 ans, d'après le consensus quasi unanime des milieux politiques, culturels et académiques, les classes n'existeraient plus, mais se seraient fragmentées selon des logiques identitaires individuelles. Par ailleurs, en même temps, les inégalités économiques ont explosé. Tant que l'on se contente de pointer du doigt une communauté que l'on estime responsable de ces problèmes, il n'y a pas de souci. Vous serez valorisé, soutenu, voire même subventionné par l'élite bourgeoise. Mais dès que ces tensions intercommunautaires commencent à converger, et que l'on commence à pointer du doigt cette élite, là, on ne rigole plus. Là, on emploie sans hésiter la violence. Un bel exemple de cette peur qu'ont les élites de la convergence des luttes ces dernières années, c'est le cas Greta Thunberg. Cette jeune fille issue d'un milieu bourgeois, soutenue par la Macronie au début lorsqu'elle se contentait de parler de sa lutte contre le réchauffement climatique, préserver la planète, etc., mais immédiatement conspuée dès qu'elle a commencé à placer son discours au niveau politique. Some people say that the climate crisis is something that we all have created, but that is just another convenient lie. And someone is to blame. Some people, some companies and some decision makers in particular has known exactly what priceless values they are sacrificing
to continue making unimaginable amounts of money. Vision is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Et il n'y a pas de meilleur terme pour désigner cette minorité d'irresponsables que le mot de bourgeoisie. Et là, on est passé de ça... Merci beaucoup. Surtout, ne lâchez rien, continuez à vous mobiliser. À ça. Tous les mouvements totalitaires du communisme ou jusqu'au nazisme ont idéalisé la jeunesse. Elle est extrêmement gênante, moi. Ça me fait penser à cela, des jeunesses hitlériennes, des jeunesses maoïstes. Elle est même terrifiante. Des discours passionnels comme ça, où on se roule par terre. L'embrigadement, la question se pose. C'est un truc qui me met extrêmement mal à l'aise. Pleurer, je suis un peu stupide. Pour moi, c'est malaisant. Elle est partie en sucette. Il y a un malaise au bout d'un moment. Elle va partir en cacahuète. Extrémiste. Sectaire. Au bord de l'effondrement psychiatrique. Manifestement, n'est pas très équilibré. Hystérique. Elle ne va pas bien en ce moment. Je la sens habitée et pourquoi pas fanatisée. Les chouniers devant les caméras du monde. Il faut qu'elle aille à l'école et qu'elle se soigne. D'ailleurs, j'ai cherché un terme scientifique pour décrire cette attitude, et c'est connard, de bons gros connards, mais cravatés. Et ça marche, puisque même ceux qui adhèrent à son message politique finissent par la critiquer. Je pense notamment à la vidéo de Tatiana Ventose. Sans s'en rendre compte, Tatiana, en faisant ce genre de vidéo, eh bien, elle sert la bourgeoisie. Et pour les Gilets jaunes, c'était exactement la même chose, hein. Tant que Dédé, le retraité, il était sur son rond-point à demander une baisse de la fiscalité, il n'y avait pas de souci. Mais dès qu'ils ont commencé à demander une réforme de tout un système, eh ben là on rigole plus, hein. Et là on est passé de ça. Ce gilet qui n'est pas très beau et qui ne va avec rien, je le porterai demain 17 novembre. À ça. Oui, il y a convergence des haines. Le racisme, l'antisémitisme, c'est-à-dire que là, la boîte de Pandore de toutes les violences, elle est... Il faut enlever les gilets jaunes. Aujourd'hui, mettre un gilet jaune, c'est revêtir la honte. Parce que vous êtes un faux gilet jaune. Il y a des tireurs de ficelle, des gens beaucoup plus politisés. La contestation ne recule pas, une question se pose. La Russie attise-t-elle la colère? Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. La plupart du temps, la cause des différentes luttes est la même. Un système qui entretient les inégalités, la confusion, les combats intercommunautaires et prône la responsabilité individuelle comme unique facteur de réussite. Je ne demande pas l'union, même si je pense qu'avec de la patience, il est possible de faire comprendre que l'idéologie fasciste est un suicide social. J'aimerais juste voir converger les luttes de ceux qui dénoncent les inégalités plutôt qu'elles ne soient mises en concurrence. Personnellement, l'indicateur qui me fait croire que la gauche est une meilleure idéologie, c'est parce qu'elle récompense plus l'utilité sociale que la droite qui valorise l'accumulation et la concurrence. Je crois que l'être humain est plus apaisé lorsqu'il arrive à partager ce qu'il a, de la richesse, des connaissances, son expérience, etc. Mais ça, je ne peux pas vous le prouver de façon scientifique, c'est donc une croyance. Mais aux gens qui vont me traiter de bisounours, me sortir « Ah, si ça pouvait être aussi facile », posez-vous juste cette question, et si ça l'était, facile. J'ai donc un message aux droitards. Moi, j'ai fait l'effort de critiquer parfois maladroitement certaines personnes qui se revendiquent de la gauche dans le YouTube game. Pourriez-vous en faire autant, vous les conservateurs qui défendent l'idéologie de droite, avant de venir me massacrer dans les commentaires ? Allez, bonne journée à tous.